Bonjour tout le monde. Dans cette partie, on va voir la notion de champ vectoriel et opérateur. On rappeler ce que ça veut dire un opérateur, les opérateurs connus, c'est-à-dire gradient, divergence, rotationnel, Laplacien. Alors, un champ vectoriel, si on a une partie de Rn, c'est-à-dire R2, avec n égale à 2 ou 3, c'est-à-dire R2 ou R3, et si D est une partie de E, alors un champ vectoriel sur D, c'est une fonction qu'on note généralement par une grande lettre, F, qui associe à chaque vecteur de D un vecteur de Rn, qu'on appelle vecteur n-dimensionnel, c'est-à-dire arrivant, selon le cas ici, soit dans R2, soit dans R3. Autrement dit, voilà, F, elle va de D, qui est une partie de R2, dans R2, ou bien elle va d'une partie de R3, dans R3. Donc, à un vecteur de Rn, associe un vecteur f de x de Rn. Dans le cas où n égale à 1, on note avec une petite lettre petit f, et là, ça s'appelle un champ scalaire. Un champ scalaire, c'est quand il arrive dans R. Bien, donc on va exprimer ceci, cette définition pour le cas n égale à 2, c'est-à-dire quand on est dans le plan, quand on est dans R2. Alors, dans R2, les vecteurs, ce sont des couples. F de x, elle arrive dans R2, c'est encore un couple, mais c'est des fonctions de grand X, c'est-à-dire des fonctions de xy. Donc, on note en couple par P de xy, Q de xy. Ici, c'est écrit P et Q pour alléger les notations. Mais en fait, c'est des fonctions qui dépendent de xy, qui dépendent de grand X. Ou bien qu'on écrit, comme on avait vu dans les rappels sur les notations, qu'on écrit encore sous forme de vecteur avec dans le repère IJ, avec coordonnées P et Q. Et P, elle arrive, elle va de donc P de XY, c'est-à-dire P, elle va de D dans R. À XY associe P de XY. Ici, c'est réel. Ça appartient à R. Et pareil pour Q. Donc ici, on n'a fait que exprimer la définition pour n égale à 2. Maintenant, dans l'espace, pour n égale à 3, dans R3, les vecteurs, ce sont des triplés, et f de x, qu'on peut noter encore f, juste pour alléger, ce sont des écritures très utilisées en physique, pour alléger les notations. Grand f de x, c'est aussi un triplet, il appartient à R3, mais c'est des fonctions de x, y, z, c'est des fonctions de grand X. C'est-à-dire c'est P de x, y, z, Q de x, y, z, R de x, y, z. Avec ces valeurs-là qui appartiennent à R. Qu'on peut encore écrire sous forme de vecteurs à coordonnées dans la base IJK, dans un repère de l'espace. P, elle va de D, à chaque triplet associe un réel, pareil pour Q et pareil pour R. Par exemple, le champ vectoriel qui à x, y, z associe x, y, z, c'est le champ vectoriel position. Et par exemple, un autre exemple, le champ vectoriel formé qui à x, y, z associe la dérivée de x par rapport au temps, le triplet, dérivée de y par rapport au temps, c'est le champ vectoriel vitesse. Bien, maintenant, on va rappeler les définitions de différents opérateurs classiques. Si on a une fonction scalaire,
c'est-à-dire l'ensemble d'arrivées, c'est R. Elle arrive dans R. Alors, le gradient de f, lui, c'est un champ vectoriel qui est défini comme ceci. Le grade de f, c'est un champ vectoriel puisqu'il arrive ici dans R3, hein, dans le cas où on est dans R3, dans l'espace. Donc, c'est la dérivée de f par rapport à x, première coordonnée, dérivée de f par rapport à y, dérivée partielle de f par rapport à z. C'est un triplet. Là, il y a des virgules. Hein. Ce n'est pas des plus, c'est des virgules. C'est un triplet. Hein, là, on écrit plus parce que c'est écrit sous forme de vecteur. Hein. C'est le vecteur de coordonnées. Voilà, la première coordonnée, la deuxième coordonnée selon J et la troisième coordonnée selon K. Donc, F, c'est un champ scalaire. Son gradient, c'est un champ vectoriel. Et en plus, le gradient de f, même si on voit la définition ici, c'est relativement à la base du repère, en fait, elle ne dépend pas de la base orthonormée qu'on choisit. Pour la divergence, si on a un champ vectoriel, hein, dans R3, alors on définit la divergence de f, le grand F, par, grand F c'est un champ vectoriel, donc R3, par div de f égale la dérivée de la première coordonnée par rapport à x, plus la dérivée de q par rapport à y, plus la dérivée partielle de r par rapport à z. Hein, ici, p, q et r, ce sont des fonctions qui dépendent de x, y, z et qui arrivent dans R. Donc, là, c'est un champ vectoriel. Sa divergence, c'est un champ scalaire. Vous voyez ici, réel, plus réel, plus réel. Hein, c'est des plus là. Ce n'est pas des virgules. Donc là, ça nous donne, c'est un réel. Pour le rotationnel de f, hein, c'est aussi le rotationnel d'un champ vectoriel, de R3. Il est défini comme ceci. Donc, première coordonnée, dérivée de R par rapport à Y, moins dérivée de Q par rapport à Z. Deuxième coordonnée, moins, entre parenthèses, la dérivée de R par rapport à X, moins dp dz. Et la troisième coordonnée, dq dx, moins dp dy. Plus loin, après, on va voir une autre façon de le présenter, plus simple à retenir, avec la notion du vecteur Nabla, de l'opérateur Nabla. Maintenant, ce qu'on appelle Laplacien, c'est la divergence du gradient d'une fonction scalaire. Et on le note delta petit f. Donc on a un champ scalaire, son Laplacien, c'est encore un champ scalaire. C'est la divergence du gradient. Donc, c'est la dérivée seconde par rapport à x, plus la dérivée seconde par rapport à y, plus la dérivée seconde par rapport à z. Là, on va introduire ce qu'on appelle l'opérateur Nabla. On définit comme un vecteur. En fait, c'est un opérateur, mais on le définit comme un vecteur dans R3, de coordonnées, des ronds sur des ronds x, des ronds sur des ronds y, des ronds sur des ronds z. Et on va voir qu'il se pratique d'utiliser cet opérateur pour exprimer les différents opérateurs qu'on vient de voir. Donc, par exemple, pour le gradient, petit f, le gradient de f, eh ben, ça va être l'opérateur Nabla appliqué à petit f. Hein? Donc, appliqué à petit f. Donc, ça va être df sur dx, df sur dy, df sur dz. C'est un vecteur. Après, le Laplacien de petit f. Hein, ça, c'est pour un champ scalaire. Ça va être quoi? Donc, ça va être le Nabla scalaire, le vecteur Nabla f. Nabla f, c'est ça, grade f.
Donc, ça va être, voilà le vecteur nabla, ou opérateur nabla. Et là, voilà le delta f qu'on a calculé ici. C'est pas le delta f, c'est le nabla f, c'est-à-dire le grade de f. Hein, c'est un produit scalaire. Et donc, comment on calcule un produit scalaire hein, de deux vecteurs? Donc, première coordonnée fois première coordonnée, plus deuxième fois deuxième, plus troisième fois troisième. Hein? Donc, ça nous donne la dérivée seconde de f par rapport à x carré, plus la dérivée seconde de f par rapport à y carré, plus la dérivée seconde de z par rapport à z. Et donc, ça nous donne un réel. Maintenant, pour un champ vectoriel, donc, on avait vu la divergence qu'on peut exprimer comme un produit scalaire de l'opérateur nabla avec grand F. Vecteur, scalaire, vecteur. Et donc, ça va être ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Voilà. C'est bien la définition qu'on avait vue. Après, le rotationnel. Et le rotationnel, donc, on l'exprime sous forme de produit vectoriel de l'opérateur nabla avec grand F. Hein, on sait comment on calcule le produit vectoriel de deux vecteurs. Donc, on pose les éléments de la base, on pose le nabla, et puis on pose le f. Et on calcule ce déterminant. Et donc, ça va être, par rapport à la première coordonnée, c'est plus, on supprime ligne, colonne et ligne où se trouve le i. Donc, ça fait, par rapport à i, ça fait ça fois ça, dr, dy, moins dq, dz. Ça, c'est la première coordonnée. Après, on passe à j. Hein, c'est un déterminant. Donc là, les signes affectés, ça va être plus, moins, plus. Donc là, ça va être un moins. Moins. On supprime ligne et colonne où se trouve le j. Et ça va nous donner, donc, ça fois ça, dr dx, moins ça fois ça, dp dz, hein, déterminant d'ordre 2. Et puis on passe plus la troisième coordonnée, donc je trouve le cas, il y a un plus ici, hein, parce que plus, moins, plus. Et donc ça fait ça fois ça, moins ça fois ça. Voilà. Qu'on peut encore écrire, hein, donc sous la forme de triplet, où la première coordonnée c'est ça, la deuxième c'est celle-là, et la troisième c'est celle-là. Bien, alors ces notions-là, on peut, pour R2, donc pour R2, le nabla, ça va être un couple, ddx, ddy. On est dans le plan OIJ, F, il arrive dans R2, tout se passe dans le plan OIJ. La divergence de F, ça va être dérivée par rapport à x de p plus dérivée de q par rapport à y. Et le rotationnel, ça va être un vecteur selon k, hein, donc orthogonal au plan OIJ, avec la seule coordonnée, c'est dq dx moins dérivée partielle de p par rapport à y. Bien, alors on va donner un exemple de calcul de ces différents opérateurs. Donc si on prend f de x, y, z, un champ vectoriel dans R3. Donc les vecteurs ici, ce sont des triplets. Associe, donc P de x, y, z, Q de x, y, z et R de x, y, z. Donc on va demander ici de calculer le grade de P, hein, qui est un scalaire, et pareil pour Q et R. Et puis on demande de calculer la divergence du champ vectoriel grand F et le rotationnel. Bien, alors, donc on a P de x, y, z, la première coordonnée, elle arrive dans R, c'est un réel, Q de x, y, z égale z, et R de x, y, z égale ceci. Bien, alors pour le grade de P, donc P c'est bien un champ scalaire
son grade, c'est un vecteur, hein, donc c'est un triplet, dp dx, hein, des virgules, c'est pas des plus, des virgules, dp dy, dp dz. Et puis on calcule donc ses dérivées. Donc on a une fonction qui dépend de x, y, z. La dérivée partielle par rapport à x, c'est-à-dire c'est comme si les autres étaient des constantes. Donc c'est comme si on a ici alpha x. Donc c'est quoi la dérivée de alpha x par rapport à x? C'est alpha, c'est-à-dire c'est 2y. Pareil pour la dérivée par rapport à y. Hein, c'est comme si les autres, c'est des constantes. Donc c'est comme si on avait alpha y. Donc la dérivée par rapport à y, ça va être alpha, c'est-à-dire 2x. Et puis, par rapport à z, là il n'y a pas de z, ça veut dire c'est une constante en z. Donc sa dérivée, c'est 0. Bien alors pour le q, donc pareil, la dérivée, la définition. Dérivée par rapport à x, c'est combien? C'est 0, il n'y a pas de x. Par rapport à y, c'est combien? C'est 0, il n'y a pas de y. Et la dernière, la dérivée par rapport à z, c'est combien? C'est 1. Donc ça fait 0, 0, 1. Pour le gradient de r, la définition, la dérivée de r par rapport à x. Alors les autres sont des constantes. Donc c'est comme on a alpha x carré. Donc la dérivée, ça va être 2 alpha x, c'est-à-dire 2 fois cette quantité fois x. Vous voyez, 2 alpha x. Voilà le alpha, 2 cos y z fois x. La deuxième, la dérivée par rapport à y. Donc ça, c'est une constante et z une constante. Bon, donc la constante multiplicative, elle reste. Hein. Si j'ai alpha, quelque chose en y, donc la dérivée, ça va être cette constante, alpha fois la dérivée de la fonction que j'ai. Alors, et c'est quoi la dérivée de ça par rapport à y? Donc, c'est comme si j'ai cos alpha y. C'est quoi sa dérivée? Eh bien, c'est une composée de fonctions, donc ça va être alpha fois la dérivée de cos qui est moins sinus de yz. Donc, ça va être moins z sinus yz. D'accord? X carré fois moins z sinus yz. Pareil ici pour la dérivée par rapport à z. Hein, je vous déroule quoi? Donc, on fait la même chose pour z. La dérivée de cosinus yz par rapport à z, c'est moins y sinus yz. Pour la divergence de grand F, donc c'est le produit scalaire de nabla avec f, et donc ça va être la somme de p par rapport à x et q. Donc c'est des plus. Alors la dérivée de p par rapport à x, c'est 2y. La dérivée de q par rapport à y, c'est 0. Et la dérivée de r par rapport à z, c'est moins x carré y sinus yz. Maintenant, pour le calcul de rotationnel, donc on applique la définition avec le produit vectoriel, c'est-à-dire c'est un calcul de déterminant. Les éléments de la base, le nabla et le f. Donc par rapport à la première coordonnée, c'est un plus, ça fait dérivée de ça fois ça, ça fait dérivée par rapport à y de ça, c'est-à-dire ça fois ça, moins ça fois ça. D'accord? C'est, en fait, c'est le produit, là on ne brûle pas les étapes, donc c'est ce déterminant d'ordre 2, i, on passe à la deuxième, ça fait plus, plus moins, donc moins, je supprime ligne et colonne, il me reste ce déterminant d'ordre 2, donc voilà la première, voilà la deuxième, et puis la dernière coordonnée,
Donc plus moins plus, donc ça fait plus. Selon cas, ça va être, je supprime ligne colonne. Selon cas, il va me rester ce déterminant d'ordre 2. Et puis on calcule chacune. Donc ça nous fait la dérivée de ça par rapport à y, qui est dérivée de cos, cos yz par rapport à y, ça fait moins z sin yz, et la constante x carré, puisque on dérive par rapport à y, moins la dérivée de z par rapport à z qui est 1. Là, pareil, dérivée de x, dérivée de ça par rapport à x, donc ça fait, là c'est constant en x, donc ça fait 2x fois cette constante, c'est-à-dire 2x cos yz, le moins d'ici. Et puis pour la dernière, selon cas, c'était, donc selon cas, c'était quoi? C'était ça fois ça, qui est 0, puisque la dérivée de z par rapport à x c'est 0, z, il n'y a pas de x, z c'est constant en x, moins la dérivée de ça par rapport à y, c'est-à-dire ça fait 2x, donc moins 2xk. Donc on écrit comme ceci, ou bien sous forme de triplet. Coordonnée, virgule, deuxième coordonnée, virgule. Donc attention à l'écriture. Bien. Donc voilà. Et maintenant, donc, on va passer à la notion de champ vectoriel dérivant d'un potentiel. Donc un champ vectoriel f, il est dit conservateur ou irrotationnel si son rotationnel est nul. Donc si le rotationnel est nul, on l'appelle conservateur. Alors ici, des propositions qui sont générales, on a toujours, qu'on peut vérifier par la définition qu'on avait donnée des différents opérateurs. Pour un champ vectoriel f, on a toujours la divergence du rotationnel de f égale 0. Et pour tout champ scalaire petit f, on a toujours le rotationnel du gradient de f égale 0. Donc ça, on peut les vérifier par la définition de ces opérateurs qu'on vient de rappeler. Bien, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le rotationnel du grade de f égale 0. Ça veut dire que le grade de f est conservateur, est toujours conservateur. La définition de conservateur, c'est lorsque son rotationnel est nul. Bien, alors, donc, si un champ f dérive d'un potentiel, qu'est-ce que ça veut dire, dérive d'un potentiel? Ça veut dire si il est égal, il est écrit sous forme de grade de petit f. Donc, si on a un champ qui dérive d'un potentiel, automatiquement, son rotationnel est nul. C'est-à-dire, f est conservateur. Donc, les champs qui dérivent d'un potentiel sont conservateurs. Le rotationnel est nul. Alors, donc, pour qu'un champ dérive d'un potentiel, il doit être conservateur. C'est-à-dire, il doit vérifier rotationnel de f égale 0. Donc, si on va avec des implications là, grand F égale grade de f implique que le rotationnel de grand F est égal à 0. C'est-à-dire, si on a P implique Q, c'est équivalent à dire non Q implique non P. Donc, rotationnel différent de 0, ça implique que f est différent de grade de f. F ne peut pas être un gradient. Donc, c'est ce qui donne ceci. Si le rotationnel de grand f est différent de 0, alors f ne peut pas être un gradient. Il ne dérive pas d'un potentiel. D'accord? Donc, si on résume, si on a grand f, un champ vectoriel, et on veut savoir s'il dérive d'un potentiel. Alors, donc, si on a grand f, on veut savoir s'il dérive d'un potentiel, qu'est-ce qu'on fait? On calcule son rotationnel. Si on trouve les différents de 0, ça y est, c'est terminé. On peut dire qu'il ne dérive pas d'un potentiel. Mais si on trouve son rotationnel égal 0, on ne peut pas dire automatiquement qu'il dérive d'un potentiel. C'est-à-dire que l'implication, elle est seulement dans un sens. Pour avoir l'autre sens, il faut une condition supplémentaire.
que on énonce dans ce théorème-là. Si F, champ vectoriel de classe C1, de R3, sur un domaine simplement connexe, de R3, hein, vous voyez la définition de simplement connexe dans des notions topologiques, alors on peut avoir l'implication inverse. Dans ce cas-là, si on a rotationnel de f égale 0, alors f dérive d'un potentiel. D'accord? Donc la première implication est toujours vraie. C'est-à-dire, f dérive d'un potentiel, ça implique que rotationnel de f égale 0. Mais la deuxième implication, hein, c'est-à-dire l'autre sens, si rotationnel de f égale 0, est-ce que ça implique que f dérive d'un potentiel? Il faut cette condition-là. Donc, dans le cas où on a cette condition, on a l'équivalence. D'accord? Donc, dans le cas classe C1 sur simplement connexe, f dérive d'un potentiel si et seulement si son rotationnel égale à 0, si et seulement si, donc on exprime ce que ça veut dire, le rotationnel égale 0, première coordonnée nulle nous donne cette égalité, deuxième coordonnée du rotationnel nul nous donne celle-là, et la troisième nous donne celle-là. Et dans le cas de R2, donc on a deux coordonnées, P et Q, et alors donc ça dérive d'un potentiel, mais toujours sous cette condition-là, si et seulement si on a dq dx égale à dp dy, c'est-à-dire le rotationnel nul. Bien, alors maintenant on va passer un exemple. Donc on vous donne ici deux champs vectoriels. Voilà le premier, voilà le deuxième. Le premier il est dans R2, le deuxième il est dans R3. Et on vous dit, donc, est-ce que ces champs-là dérivent d'un potentiel? Dans le cas de l'affirmative, c'est-à-dire si il dérive d'un potentiel, là, trouvez ce potentiel petit f. Bien, alors on passe à la solution. Donc pour le premier, on est dans R2, P c'est ça, Q c'est ça. Donc on va commencer par calculer le rotationnel de grand F. Donc le rotationnel ici pour une fonction dans R2, ça va être dq dx moins dp sur dy. Donc on va calculer dp sur dy. Bon, le p, on peut simplifier, hein, donc ça fait a plus c sur b, donc ça fait a sur c plus b sur c. Donc ça sur ça, ça va être 1 sur y, simplification, et ça sur ça, ça va être 2y sur x3. Donc, dérivant par rapport à y, la dérivée de 1 sur y, c'est moins 1 sur y carré. Et la dérivée de ça, hein, ça le x c'est une constante, ça va être moins 2 sur x3. La dérivée de y, c'est 1. Puis, la dérivée de q par rapport à x, pareil. Donc, vous voyez ici, hein, là, a plus c sur b, donc ça fait a sur b plus c sur b. On simplifie pour la première, 1x carré moins. Alors, la dérivée de 1 sur x carré, c'est quoi? C'est moins 2 sur x3. Et la dérivée de ça par rapport à x, ça c'est une constante, le y, donc, et la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça va faire la constante, moins 1 sur y carré. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On trouve la même valeur, c'est-à-dire la dérivée de p par rapport à y, c'est la dérivée de q par rapport à x, c'est-à-dire que le rotationnel, c'est 0. Hein, puisque le rotationnel, c'est dq sur dx moins dp sur dy. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Tout ce qu'on peut conclure, on ne peut pas conclure que f dérive d'un potentiel. Ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a des chances que ça dérive d'un potentiel sur des parties de R2. D'accord? Donc, si on applique le théorème, ça va dériver d'un potentiel sur tout domaine simplement connexe
tel que x différent de 0, y différent de 0. Pourquoi ça? Parce que le f, c'est PQ. Et vous voyez, PQ, c'est le couple PQ. Vous voyez, c'est défini sur R2 moins le couple 0. Et les deux fonctions, elles sont de classe C1 sur R2 privé de 0, 0. Tout domaine simplement complexe, connexe, tel que x différent de 0 et y différent de 0. Bien, maintenant, on va chercher ce potentiel dans le cas où grand F dérive d'un potentiel petit f. Donc, on va chercher le petit f. Donc, c'est quoi? Le petit f tel que grand F soit égal à grade de f. La définition de grade dans R2, dérivé de f par rapport à x, dérivé de f par rapport à y, le couple. On exprime ce que ça veut dire, puisque f, on a grand F. On a grand F. Donc, grand F, c'est PQ. Donc, la première coordonnée égale à P et la deuxième coordonnée est égale à Q. Prenons la première, égalité. Dérivée par rapport à x égale à ceci. Donc, f de xy égale à l'intégrale de cette fonction par rapport à x. Hein? Y est considéré comme une constante ici. Donc, c'est quoi la primitive de 1, hein, puisque ça c'est une constante. Primitive de 1, c'est x. Et là, encore 2y constantes. C'est quoi la primitive de 1 sur x3? C'est de moins 1 sur x3, c'est 1 sur x2. Hein. La dérivée de 1 sur x2, c'est moins 2 sur x3. Hein. Donc, la primitive de moins 2 sur x3, c'est 1 sur x2. Y, il est considéré comme une constante. C'est comme si on avait alpha multiplié par ces quantités en x. Plus une constante en x. Donc, une fonction qui dépend de xy et qui est constante en x, ça veut dire qu'elle ne dépend que de y. Donc, cette constante en x s'écrit comme fonction de y. D'accord? Donc, après, on a utilisé la première. Ça nous a donné ça. Donc, on va remplacer dans la deuxième, en prenant f égale à ceci. Donc, la dérivée de cette partie par rapport à y égale à ça. Quelle est la dérivée de ça par rapport à y? Par rapport à y, donc là, x est une constante. La dérivée de 1 sur y, c'est moins 1 sur y carré. Et là, 1 sur x carré constante. La dérivée de y par rapport à y, c'est 1. Donc, il reste que la constante. Et la dérivée de ça par rapport à y, c'est la v' de y. D'accord? Égale à cette quantité-là. Bien. Alors, donc, dans cette égalité, on peut simplifier ça avec ça, ça avec ça. Qu'est-ce qui nous reste? Que v' de y égale 0. Donc, v de y égale à quoi? C'est une constante, hein, une fonction qui ne dépend que de y. Et sa dérivée est nulle. Ça veut dire que c'est une constante tout court, c'est un réel. Bien, et après, donc, on remplace le v de y par sa valeur, c'est-à-dire c. Donc, enfin, on a f de xy égale x sur y plus y sur x carré plus c. Bien, pour le deuxième exercice, le deuxième exemple, on avait donné f, qu'on avait déjà vu dans les exemples précédents, dont on avait calculé le rotationnel. On avait trouvé que son rotationnel est non nul. Donc là, c'est simple. On conclut directement que le
F ne dérive pas d'un potentiel. Donc là, pour l'exemple, pour la deuxième question, hein, si on revient, donc voilà, voilà le grand F. Hein. Et si on revient aux premiers exemples où on avait calculé son rotationnel, c'est bien celui-là. On avait calculé son rotationnel, on avait trouvé son rotationnel égal à ça. Hein, donc, c'est différent de 0, 0, 0. Un rotationnel non nul implique que grand F ne dérive pas d'un potentiel. Et voilà.